Bonjour et bienvenue dans Macro, une série de podcasts proposés par les éditions Dalloz. Macro, c'est un traitement de l'actualité qui s'offre l'espace du recul et le temps de l'approfondissement. Alors on s'installe confortablement et on se laisse porter par sa curiosité, dans un monde où tout va décidément trop vite. Aujourd'hui, on parle Covid, et plus particulièrement de l'impact des mesures sanitaires sur le monde des avocats, qu'il s'agisse de ces derniers mois ou de l'avenir plus ou moins proche. Fracture du numérique, difficulté de l'exercice individuel, bouleversement de la profession. Pour en discuter, Macro tend son micro à Christiane Ferralschul, présidente du Conseil national des barreaux. Madame la Présidente, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Lors du débat organisé par le Conseil national des barreaux en avril dernier pour analyser l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité des avocats, Jean-Michel Calvar, président de l'Observatoire du CNB, évoquait une crise sans précédent. Avec plusieurs mois de recul, souscrivez-vous toujours à cette analyse ? Et à quelles difficultés les avocats ont-ils fait face et font-ils encore face dans l'exercice de leur profession ? La crise sanitaire a évidemment touché les avocats, tous les avocats et tous les cabinets à différents niveaux ont été impactés. Il a fallu changer la manière de travailler, les contacts avec les clients, mais le plus éprouvant, ça a été l'arrêt et la suspension des audiences. Que ce soit au civil, que ce soit au pénal, que ce soit devant les juridictions prud'homales, les avocats ont été privés de leur outil de travail. En tous les cas, pour ceux qui exercent principalement dans le judiciaire, voire exclusivement dans le judiciaire. Sur ce terrain, le Conseil national des barreaux a accompagné le plus possible en invitant les avocats d'abord à se renseigner. Le site a diffusé le maximum d'informations pour qu'ils puissent être à jour des informations qui concernaient leur exercice professionnel. Et puis il y a eu des mesures prises, comme par exemple pour les consultations sur avocat.fr. Nous avons fait en sorte que ces consultations soient gratuites en lien avec la crise sanitaire, ce qui a permis de vraiment booster le chiffre d'affaires sur cette plateforme, de créer cette dynamique qui était nécessaire. Par ailleurs, on a mis en place tous les systèmes qu'on a pu pour soutenir la profession. Par exemple, il y a eu à la fois des fiches pratiques avec les actions à mettre en œuvre au quotidien. Je pense aux bonnes pratiques, je pense aux recommandations face au Covid-19, aux moyens de limiter la propagation du Covid-19, les gestes barrières, enfin tout ce que vous pouvez imaginer en lien avec cela. Et puis, on a répondu quotidiennement à toutes les demandes de renseignements. On a mis en place un numéro hotline. On a mis en place des adresses mail. Donc, vous voyez, tout ce qui pouvait créer ce lien nécessaire entre les avocats et le Conseil national des barreaux, nous l'avons fait. Et puis, oui, il y a des cabinets qui ont mis la clé sous la porte. Et puis, il y a eu tous ceux qui, tant bien que mal, ont repris l'activité. Nous avons essayé d'être le plus présent possible à leur côté. Ces difficultés ont-elles atteint tous les avocats de la même manière, quel que soit par exemple leur domaine de spécialisation ou leur structure d'exercice ? Alors, c'est une question extrêmement importante parce que la fracture numérique a été amplifiée par la crise sanitaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cabinets qui ont été en mesure de poursuivre leur activité et les cabinets qui n'ont pas été en mesure. Vous imaginez bien qu'un cabinet qui a équipé tous ses collaborateurs d'ordinateurs portables, qui a déjà intégré la flexibilité d'emporter avec soi son ordinateur à domicile, est dans une situation plus facile que ceux qui sont équipés d'ordinateurs fixes. Mais vous rajoutez à cela parfois une fracture qui est générationnelle et qui est liée au fait que certains n'ont pas encore intégré l'outil numérique. Donc même si ça se raréfie, c'est une réalité qui a accéléré
la difficulté pour un certain nombre de cabinets. Donc, en résumé, les cabinets qui ont été en mesure de poursuivre leur activité professionnelle en permettant le télétravail, le travail à distance, s'en sont mieux sortis évidemment que les cabinets qui étaient obligés de poursuivre leur activité au sein du cabinet à un moment où il était interdit de s'y rendre, ou en tous les cas plus difficile de s'y rendre. Quant à ceux qui n'avaient pas du tout d'outils numériques ou de manière très marginale, ils ont été complètement mis à l'écart. Vous ajoutez à cela que ceux qui ont une activité judiciaire ou principalement judiciaire n'ont pas toujours trouvé les interlocuteurs qu'ils souhaitaient dans les juridictions. Les greffiers, les magistrats qui, avec la meilleure volonté du monde, n'ont pas été en mesure de travailler normalement. Donc la fracture numérique qui existait précédemment, les difficultés d'équipement tout simplement, que ce soit au niveau des juridictions ou dans les cabinets, ont été amplifiées. En tous les cas, il y a eu un énorme coup de projecteur sur cette situation et la fracture numérique a pris tout son sens. Et concernant justement la différence entre les grosses structures et les plus petits cabinets ? Alors évidemment, ça a ajouté, lorsqu'un avocat exerce de manière individuelle, il est forcément plus fragile que dans une structure. J'ai le sentiment que les petites structures ont été celles qui sont passées le plus facilement à travers cette situation et que ceux qui ont été impactés à des échelles bien sûr très différentes, c'est d'un côté l'avocat individuel, de l'autre la grande structure, parce qu'il y a eu un impact qui était très fort et que dans les grandes structures, vous avez surtout beaucoup de collaborateurs. Et les collaborateurs ont été impactés par la crise sanitaire. Ils n'ont pas pu poursuivre leur activité de la même manière. Mais je pense pouvoir dire que tous les cabinets ont été impactés. Globalement, la profession a été droite dans ses bottes parce que dans la grande majorité des cas, le choix des associés dans les cabinets a été soit de ne pas se payer, soit de réduire leurs propres indemnités au profit des collaborateurs. Ce n'est pas toujours le cas, mais en grande majorité, ça a été le cas. En quoi pensez-vous que le statut libéral a particulièrement exposé les avocats à la crise ? C'est une profession libérale qui connaît les mêmes fragilités que toutes les professions libérales. Donc ce n'est pas propre à la profession d'avocat. Avec peut-être une particularité, c'est que nos collaborateurs exercent sous la forme libérale. Ça veut dire quoi ? Lorsque vous êtes libéral, vous n'avez pas la protection sociale du salarié, vous n'avez pas la garantie de l'emploi du fonctionnaire. À ce titre, il y a une fragilité forcément importante. Et quand vous êtes collaborateur, les structures n'ont pas nécessairement, lorsqu'il n'y a plus de flux de chiffre d'affaires, lorsqu'il n'y a plus de rentrée, les moyens de rémunérer les collaborateurs qui n'étaient pas, je le rappelle, éligibles au fonds de solidarité, qui ne pouvaient pas bénéficier du chômage partiel. Donc, de ce point de vue-là, la profession d'avocat est sans doute plus fragilisée que d'autres professions libérales. L'indépendance est quelque chose de très ancré dans la profession libérale, dans l'avocat. L'exercice libéral est très lié à cette souplesse, cette indépendance, cette possibilité à la fois de se former, de développer sa clientèle, cette liberté qui est propre à l'avocat. Donc quand on exerce comme avocat, on va plutôt vers l'exercice libéral. Mais on a pu constater que dans beaucoup de cabinets, il y a eu une demande forte de sécurisation pour les collaborateurs et que beaucoup ont demandé à bénéficier du statut salarié, ce qui est possible. Donc il y a un statut salarié qui n'est pas exactement le statut salarié que l'on connaît, mais qui donne une protection et qui donne des garanties. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez dans la profession un certain nombre d'avocats qui n'ont pas nécessairement envie d'exercer avec cette forme d'indépendance, de liberté, et qui s'inscrivent très bien
dans un esprit d'équipe et dans un cabinet, dans une formule qui leur va, de salariés. Donc c'est quelque chose qui a émergé avec la crise sanitaire, ce besoin de renforcer la sécurité des collaborateurs qui ont pu constater qu'ils ne bénéficiaient pas exactement des protections sociales du salarié. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles mesures ont d'ores et déjà été mises en place, notamment par le CNB, pour venir en aide aux avocats ? Alors, dans les mesures qui ont été prises, d'abord nous avons eu comme préoccupation de faire en sorte que les cabinets d'avocats et que les avocats, de manière générale, qu'ils soient associés ou collaborateurs, qu'ils exercent de manière individuelle ou sous une forme d'exercice, puissent accéder aux aides mises en place par le gouvernement. Je pense par exemple aux aides journalières pour garde d'enfants, auxquelles n'étaient pas éligibles les avocates principalement, parce que ce sont elles qui en avaient besoin. Je pense au fonds de solidarité, je pense aux prêts garantis par l'État qui n'étaient pas accessibles aux harpies en particulier, qui est une forme qui ne remplissait pas la condition de personnalité morale qui l'aurait rendu éligible. Donc chaque fois qu'il y avait une difficulté de ce type, nous sommes intervenus pour essayer de faire rentrer dans le dispositif les avocats. Ça, c'est pour les aides qui ont été apportées. Parallèlement, nous sommes intervenus pour favoriser le plus possible la poursuite de l'activité. Par exemple, je donne cet exemple, le renouvellement des clés RPVA. C'est pas quelque chose de simple. Nous avons été confrontés à des difficultés. Donc nous avons obtenu la possibilité de traiter les dossiers de manière dématérialisée. Nous avons reçu des centaines et des centaines de dossiers qui étaient bloqués dans les bureaux de poste. Et vous savez que pour des raisons de sécurité, il nous faut un traitement matériel des dossiers et il faut que ces éléments puissent repartir au niveau des ordres. Enfin, il y a des systèmes de contrôle qui excluent la dématérialisation à 100%. Donc nous avons obtenu avec la garde des Sceaux, avec l'ANSSI, qui est l'institution de sécurité des systèmes d'information au plan national, nous avons obtenu une dérogation pour que ces dossiers puissent être traités de manière dématérialisée. Mais ça a engendré des retards. Mais il a fallu gérer et à la fois récupérer des dossiers ou obtenir que ce traitement se fasse en double. Donc ce sont des problèmes pratico-pratiques, mais qui étaient indispensables pour permettre la reprise d'activité et un traitement aussi fluide que possible. L'aide pour l'aide juridictionnelle, puisque nous avons obtenu une avance de 50 millions d'euros qui a été versée. Donc le but, c'était quoi? C'était de permettre aux avocats qui vivent principalement de l'aide juridictionnelle, avec des conditions les plus légères possibles, d'obtenir une avance qui ne se pratiquait pas, l'équivalent de la provision sur honoraire qu'on peut obtenir par ailleurs, d'être indemnisé à l'avance. Ça n'a pas été utilisé autant que nous l'aurions souhaité, mais ça a été une aide significative qui avait vocation, en tous les cas, à permettre le traitement de ces dossiers d'aide juridictionnelle qui sont quand même très douloureux et très difficiles pour ces avocats. On a essayé pour la profession d'être le plus présent possible et de répondre aux multiples difficultés qui étaient rencontrées. Les liens, par exemple, avec la CNBF, qui a également ouvert des possibilités d'aide pour les avocats. Donc voilà des illustrations, je ne suis pas exhaustive, mais l'idée était de rappeler que le rôle de l'institution est de renseigner, donc informer, renseigner, accompagner, relayer, défendre les intérêts et de s'assurer que la continuité du service existe. Parce que derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'accès au droit. C'est la possibilité pour n'importe quel citoyen de pouvoir continuer à s'appuyer sur un avocat, lequel lui-même doit pouvoir s'appuyer sur les outils dont il dispose. Donc il y a bien sûr tout ce qui est consultation et autres services, et puis il y a l'accès aux juridictions qui en fait partie. C'est quand même le symbole de l'accès à la justice.
Nous avons également formé les avocats à toute une série d'outils numériques. Je pense par exemple à e-acte d'avocat ou e-procédure participative. L'idée étant de faire en sorte que les avocats vraiment prennent pleine possession de tous ces outils qui ont été développés par le Conseil national des barreaux pour faciliter leur exercice professionnel. Nous avons également, pour relancer l'activité judiciaire, nous avons ouvert des négociations avec la chancellerie pour activer aussi la mise à disposition d'outils numériques qui dépendent étroitement de la chancellerie. Et nous avons conclu avec le ministère de la Justice une convention sur la communication pénale électronique, un protocole Plex pénal, un protocole Plex civil, Plex étant une plateforme d'échange de documents volumineux. Et visiblement, ça a été un succès puisqu'il est demandé de poursuivre l'utilisation de ces outils. Donc un grand bond en avant sur tout ce qui est numérique. Et quel retour avez-vous quant à ces mesures de la part des avocats ? Alors, je peux partager avec vous les résultats du sondage. Je pense que ça peut être intéressant parce que l'observatoire du CNB, je souhaite que ça devienne finalement un rendez-vous périodique pour mesurer à la fois les attentes et les résultats au sein de la profession d'avocat. Alors, début avril, nous avions fait un premier sondage sur l'impact de la crise auprès des avocats. Nous avions eu 10 000 avocats qui avaient répondu, ce qui est beaucoup, 10 000 avocats. Je rappelle que nous sommes 70 000 avocats, c'est un pourcentage énorme pour un sondage. Et la quasi-totalité, quand je dis quasi-totalité, je vous parle de 97% des avocats individuels et associés avaient indiqué que leur activité était très largement impactée par la crise sanitaire et par les mesures de confinement. Nous avions 41% des avocats individuels qui indiquaient avoir interrompu totalement leur activité, ce qui rejoint ce que j'indiquais, savoir que les avocats individuels ont été les plus atteints par la crise sanitaire. 80% ont déclaré que leur chiffre d'affaires s'était réduit de plus de 50% sur cette période. Et 3 semaines après le début du confinement, on avait 86% des avocats qui disaient ne plus pouvoir se rémunérer. Donc, une situation extrêmement anxiogène à l'époque. Alors aujourd'hui, nous avons les chiffres du second sondage qui a été fait. Et ce second sondage révèle que pour 22,5%, l'activité professionnelle des avocats est toujours réduite des 3/4. Pour 75%, l'activité est encore réduite de moitié. Et seulement 20% indiquaient avoir retrouvé une activité normale. Nous sommes, pour ce deuxième sondage, au mois de juillet. Donc on va procéder à un troisième sondage. Ce que je peux souligner, c'est que globalement, les femmes ont été plus particulièrement impactées, souvent parce qu'elles avaient justement la charge de la garde d'enfants jeunes. Et en fait, quand vous regardez les sondages, c'est le reflet de ce qui se passe dans la société. Vous avez cohérence dans les résultats. Est-ce que vous êtes inquiète pour l'avenir ? Alors non, je ne suis pas inquiète, d'une part parce que je suis d'un naturel optimiste, mais parce que je trouve aussi que les avocats ont une belle énergie et qu'ils se sont remis au travail, qu'ils ont cette envie d'avancer, qu'ils ont retrouvé le chemin des juridictions, qu'il y a, je trouve, un petit peu partout, dans tous les cabinets, sans doute des modifications dans la manière de travailler, plus de télétravail, plus de travail à distance, sans doute parfois une rationalisation des charges de cabinet. Bien sûr, les choses ont pu changer, mais je constate par exemple que notre plateforme avocat.fr est encore plus utilisée qu'auparavant, qu'il y a une montée en puissance des consultations à distance, qu'ils ont su s'adapter, qu'ils ont su apprivoiser les outils numériques, qu'ils restent attachés aux valeurs fondamentales de la justice, que tout ce qui est en lien avec la justice humaine reste au cœur de leurs préoccupations, mais qu'ils savent, pour tout ce qui est administratif, gestion quotidienne, s'adapter, et ils sont le parfait reflet de la société.
Donc, des acteurs dynamiques, des acteurs au cœur de la société civile, des acteurs accessibles aux citoyens et qui sortent décoiffés de la crise sanitaire, mais conscients du rôle qu'ils jouent et avec, comme je vous disais, cette énergie et cette envie d'avancer. Donc non, je ne suis pas pessimiste. Madame la Présidente, merci beaucoup. Merci. C'était Olivier Martineau au micro de Macro. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast. Et d'ici là, restez curieux.